Le journal, Mohamed Diarra. Chers auditeurs de Radio Mali, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les opérations de curage de caniveaux et collecteurs et la démolition des constructions dans les servitudes et lits du fleuve démarreront dans tous les prochains jours. Une décision du gouvernement afin de prévenir d'éventuels cas d'inondation. Le Mali célèbre ce 3 mai le 4e pouvoir. Le thème de la journée mondiale de la presse fait le lien entre l'intelligence artificielle et la liberté de la presse. Le Mali dédie toute une semaine. La journée d'aujourd'hui sera marquée par une conférence de débat tout à l'heure à la maison de la presse. L'actualité dans les pays de l'AES au Burkina Faso, on renforce les capacités des imams sur les notions de vivre ensemble et la cohésion sociale. Au Niger, le Hajj 2025 se prépare activement. L'heure est au dernier réglage avec la commission d'organisation. En sport, les cyclistes maliens font une prestation honorable à la 20e édition du Tour cycliste du Bénin. La demi-finale de la Coupe du Mali de football démarre cet après-midi avec le duel FC Diarra Djoliba Assé. Dans la coniculture, une porte varie entre 200 à 500 000 francs CFA. Cela ne doit pas vous étonner car il s'agit d'une porte qui tient ses origines du Yémen. Son nom, Al-Galoum, il fait partie des héritages culturels de la cité de 333 Saints. Voilà pour le sommaire. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes d'informations. À tout de suite, les détails. 3 membres du gouvernement sur le terrain pour constater l'état des collecteurs et caniveaux à Bamako avant le démarrage des opérations de curage. Une instruction du comité de gestion des crises et catastrophes qui s'est tenue hier à la primature présidée par le Premier ministre. Les constructions dans les servitudes et lits du fleuve seront également démolies. Le reportage de Mamadi Kone et Ali Touré. 3 points sont abordés lors de cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le curage des caniveaux et collecteurs, la libération des servitudes et lits de Margot dans le district de Bamako et enfin les dispositions prises par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Quand le mal doit venir, le mal est déjà connu, on l'appelle l'inondation. L'inondation nous a heurtés dans les temps passés. Alors si le Premier ministre nous convie très tôt pour qu'on soit dans l'anticipation, c'est une très bonne chose. Lorsque le mal est là, nous gérons effectivement les dangers qui se présentent. C'est pour cela que nos hommes sont déjà préparés. On a fait beaucoup d'exercices préparatoires. Dans leurs interventions, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui des Transports et des Infrastructures ont exposé les dispositions prises en vue de curer les caniveaux et collecteurs à travers la ville de Bamako. Le lancement officiel est d'ailleurs prévu pour le 15 mai prochain. Et pour ce qui concerne le curage des caniveaux, vous avez vu, les dispositions ont été prises pour que tous les caniveaux concernés soient curés à temps, le plus vite que possible. Et pour ce qui concerne également les collecteurs, beaucoup de logements se trouvent dans les servitudes. Les travaux de la Commission nationale de libération des servitudes et lits des Margot du district de Bamako avancent de manière méthodique et participative, selon le président de la Commission et non moins directeur général de l'urbanisme. C'est là avec le soutien des populations et des autorités locales. Quant aux opérations de recensement et de marquage des occupations situées dans l'emprise de la ligne haute tension pour la voie alternative de contournement du pont de Ouiouanko, elles sont en cours. Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est ce qui explique les démolitions à venir. Et des sensibilisations ont été faites dans ce sens. Raison pour laquelle la communication que vous êtes, vous avez fait de votre mieux. Et il y a eu une réunion entre-temps pour recevoir tous les chefs de quartier, les chefs de village, les religieux, pour qu'on puisse procéder à cette sensibilisation. Cela aussi a été une réussite. Et vous l'avez entendu ici, nous sommes très heureux. Et pour ce qui concerne également les démolitions, ce sont des actes graves. Au préalable, il faut que l'État prenne soin à sensibiliser correctement les gens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps. Et le point a été fait devant vous-même tout de suite pour dire que l'État est préparé dans son anticipation pour mieux contrer les inondations à venir.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les membres du comité à accélérer la cadence des travaux à travers des visites du terrain et à intensifier les campagnes d'information à l'endroit des populations. Le Mali célèbre aujourd'hui, 3 mai, la 32e édition de la Journée mondiale de la presse. La Journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion de rappeler au gouvernement du monde entier leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Une occasion également pour les professionnels des médias de réfléchir sur les questions relatives à la liberté et à l'éthique professionnelle. Informer dans un monde complexe l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias est le thème retenu cette année. Je vous propose d'écouter sur ce sujet le président de la Maison de la Presse, Banyougou Dante, répond aux questions de Yaya Konaté. Je crois que nul n'ignore aujourd'hui le rôle important des médias et l'impact de l'intelligence artificielle et sur les journalistes et sur les médias. Il y a des avantages, certes, parce que l'intelligence artificielle aide les hommes des médias dans le traitement de l'information. Il les aide à avoir accès à des informations, il facilite le travail. Mais il complique encore le travail de ces hommes des médias. Parce que, à travers l'intelligence artificielle, se développent des fake news. Et à travers l'intelligence artificielle, se créent des situations qui sont extrêmement compliquées. Aujourd'hui, les journalistes ont un double travail. Le travail d'être crédible, le travail d'être performant, mais le travail d'être prudent. Parce que difficilement l'on arrive à faire la différence entre une information attribuée à un acteur et ce que l'acteur a véritablement donné comme information. Donc de la même manière que l'intelligence artificielle peut être un outil important qui aide à la recherche et à la diffusion de l'information, il peut également être un véritable danger et pour le journaliste et pour son organe. Et dans le contexte malien, vous faites bien évidemment le lien avec la crise que nous traversons. Tout à fait, tout à fait. Dans un pays en crise, crise multidimensionnelle, crise sécuritaire, crise économique, crise politique, l'intelligence artificielle peut avoir de beaux jours devant elle. Mais il faut une responsabilité comme nous l'avons aujourd'hui et une professionnalisation accrue pour amoindrir les conséquences de l'utilisation de cet outil dont le contrôle nous échappe. Justement, faisant l'état des lieux de la liberté de la presse au Mali, Banyougou Dante évoque un environnement difficile à cause du contexte de crise. Il salue cependant le dialogue qui s'instaure entre les organisations professionnelles de presse et les régulateurs et espère un dénouement heureux dans les prochains jours pour le seul cas de journaliste emprisonné à la date d'aujourd'hui. Je propose d'écouter le président de la Maison de la Presse au micro de Yaya Konaté. Au Mali, nous avons une liberté d'expression. Et c'est la mort dans l'âme que nous avons constaté ces dernières semaines pour la première fois depuis déjà une vingtaine d'années qu'un journaliste soit mis en prison dans le cadre de l'exercice de son travail. Comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics sur leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi l'occasion d'interroger les professionnels sur leurs responsabilités en matière de respect de l'éthique professionnelle. Donc cette tâche noire doit vite être corrigée dans les prises de décisions à venir. C'est des décisions de justice que nous respectons et que nous continuons à faire en sorte que ces derniers puissent recouvrer la liberté. Au-delà de ça, il est important également que nous arrivions à créer un environnement favorable entre les organisations professionnelles de la presse et le régulateur. Je pense que les derniers développements de la situation nous permettent d'espérer, et compte tenu du dialogue qui s'est instauré entre la haute autorité de la communication et les organisations professionnelles de la presse. Au-delà de ces aspects difficiles que nous connaissons, il faut l'avouer, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans un pays en crise. Et il y a des zones qui sont des zones de conflit, des zones d'insécurité où exercer le travail n'est pas du tout chose aisée. Ça, nous l'avons toujours dit. Dans ces environnements difficiles, effectivement, les hommes des médias souffrent. Mais tout cela doit être soutenu, encouragé par une réelle volonté politique de faire en sorte que les journalistes puissent faire leur travail dans un environnement assaini, propice aux expressions plurielles.
Oui, le thème de l'édition 2025 est informé dans un monde complexe, impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, une thématique qui interpelle les professionnels du secteur sur les enjeux liés à cette technologie. Pour en savoir davantage, Seydou Traoré a rencontré quelques acteurs des domaines de la presse et des TIC. Suivons son reportage. Trentaine révolue, Ousmane Traoré, ce jeune journaliste photographe, valorise davantage son métier grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle IA, un outil technologique capable d'imiter certaines fonctions du cerveau humain, ouvre une nouvelle perspective de créativité hors norme. Ousmane Traoré, photographe. Avec l'IA, on est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus efficace. Souvent aussi, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour arriver à des résultats. On fait des images, on arrive quelque part, on nous dit, bon, ici c'est interdit de faire des images, mais on a une idée de l'endroit. On vient, on parle avec l'IA, on lui dit, ok, j'aimerais que tu me fasses une image comme ça qui permet d'illustrer. La magie et les exploits de l'IA dans l'univers de la presse sont multiples et variés. Ce sont des atouts diversement appréciés par les professionnels du secteur. Issa Kabassidibé, journaliste chroniqueur. L'intelligence artificielle ne recoupe pas l'information, alors que la quintessence du journalisme, c'est l'enquête, c'est le recoupement de l'information. L'intelligence artificielle nous aide, mais elle ne fait pas le travail à la place du journaliste. Mahamadou Khan est rédacteur en chef adjoint de la radio Clédou. Avec la surabondance, l'hyperabondance informationnelle, les gens sont obligés de tout consommer. À ce titre, l'IA joue un très très grand rôle, mais en tant que professionnel des médias, nous disons attention, est-ce qu'on doit tout consommer finalement en tant qu'auditeur, téléspectateur et même lecteur, parce que le contenu c'est très important. C'est très dangereux finalement. On se dit que est-ce qu'il n'y a pas une substitution pour parler un peu du rôle des journalistes qui abattent au quotidien un travail énorme, mais d'information, de sensibilisation, de divertissement. Malgré les commentaires parfois contradictoires, l'intelligence artificielle reste une œuvre humaine pensée pour servir l'humanité. Abdoulaye Guindo, coordinateur de Bembéré. Au Mali, on a tendance à tout négativer. Je pense qu'il y a un aspect positif. L'IA va générer des textes pour aider le journaliste. Mais le journaliste doit aller au-delà de ce que l'IA lui donne. Il doit apporter un travail humain. Un scandale a éclaté sur Internet à cause des déclarations du célèbre docteur Aka Félix. Il a qualifié d'idiots tous ceux qui traitent les problèmes articulaires en 2025. Ne vous y trompez pas, cette voix générée n'est pas celle de Kadijatou Kone, présentatrice sur Ortem 1. L'usage de l'IA dans le commerce représente un défi majeur, désormais bien ancré dans le paysage journalistique. Kadijatou Kone, présentatrice à Ortem 1. J'ai eu assez d'appels, des gens qui ont mordu à la maison, qui me disaient « nous voulons des renseignements par rapport à ce produit, par rapport à ce jeu et tout ». Donc je me suis dit que quelque part, ils ont eu gain de cause. Abdoulaye Guindo, coordinateur de Bembiri. C'est là l'aspect négatif de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tromper, induire l'opinion en erreur au profit d'un groupe de personnes ou d'une personne ou d'un intérêt. Donc ça, c'est le côté négatif où on utilise l'image de quelqu'un sans son autorisation, où on manipule un média. Dans ce cas, on va parler de manipulation des médias à travers l'IA. Donc l'ORTM a été manipulé à travers l'intelligence artificielle pour faire la publicité d'un produit et ça arrive à beaucoup de médias. Le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse est informé dans un monde complexe. L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ouvre la voie à une réflexion profonde sur l'utilisation et la gestion responsable de l'IA dans le secteur. Voyons à présent l'actualité du côté de l'Inde avec les travaux du premier sommet mondial sur l'audiovisuel et le divertissement qui se poursuivent. Hier, les ministres en charge de la culture et de la communication et les chefs de délégation se sont retrouvés dans un panel sur la thématique dialogue des médias. Il s'agissait pour eux d'échanger sur les opportunités qu'offre l'évolution technologique pour améliorer les contenus des médias. À l'issue des échanges, une déclaration avec 13 points de recommandation a été adoptée. Elle réaffirme surtout le rôle primordial des médias et du divertissement dans les changements de comportement et de mentalité. Il faut noter que le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombili, a participé activement à ce panel, nous signalent nos envoyés spéciaux en Inde, Sidiki Damele et Tayeb Adjaviakoui. La suite dans une poignée de secondes. AES, actualité.
Au Burkina Faso, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique renforce les capacités des imams et prêcheurs de la cité de Zungarantenga sur les notions du vivre ensemble et la cohésion sociale. Le compte-rendu de Rasmane Ouedraogo de la RTB. Des imams, des guides et des prêcheurs de Tenkodogo à l'école de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est une initiative du projet Jama Beogneri du Centre d'études, de recherche et de formation islamique CERFI qui vise à cultiver chez ses responsables, issus des différents courants de la religion musulmane, les valeurs de paix, de droits humains et de tolérance selon les principes de l'islam. Kadri Savadogo est le coordonnateur du projet Jama Beogneri. Plus spécifiquement, il s'agit d'outiller les prêcheurs, les imams, les leaders religieux sur les thématiques de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Constantin Dabiré, au commissaire du Boulgour, représentant le gouverneur du centre Est, s'est réjoui de cette initiative. La réponse à la crise sécuritaire, en plus du front militaire, doit se jouer également sur le terrain de l'éducation, de la sensibilisation et de la formation. Durant 3 jours, ces participants vont renforcer leurs capacités en matière de lutte contre les discours de haine et de l'extrémisme violent afin d'être des vecteurs de paix dans les localités. Wahabou Kambole est imam. Nous qui sommes en contact avec la population, nous pensons que si nous bénéficions de cette formation, nous serons vraiment un relais donc de passer le bon message à travers la population. Au total, 15 communes dans 12 régions à travers le pays seront touchées par ces sessions de formation. Au Niger donc, la commission d'organisation du Hajj 2025 est à pied d'œuvre afin que tout soit fin prêt pour permettre aux musulmans de passer un bon séjour. On fait le point avec Maïmouna Timbo de la radio du Niger. Cette rencontre d'échange a réuni autour des commissaires sortants et entrants les différentes commissions parties prenantes de l'organisation du Hajj 2025. Il faut préciser que tour à tour, la commission santé, la presse chargée de la couverture médiatique et les commissions administratives ont déjà bénéficié de formations pour bien accomplir leur mission, aussi bien à Niamey que tout au long du séjour en Terre Sainte. Le tout nouveau commissaire du Coro, Aboubakar Abdoulaye, a pour sa part invité chaque membre de la mission d'être à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. C'est un privilège d'être au service des hôtes d'Allah que sont les pèlerins. Chacun de nous ici vient de structures où on lui a fait confiance et il est investi, il est mis dans cette mission pour servir, accompagner ce qu'on appelle les hôtes d'Allah, et communément appelés les pèlerins de la République du Niger en Terre Sainte pour l'édition Hajj 2025. À noter qu'au cours de cette rencontre d'échange, le nouveau secrétaire général du Coro, Banaga Alidou Nabil, a été présenté aux membres de la mission du Hajj 2025 qui sont repartis cette année dans 9 commissions. Oui, et on parle sport en cyclisme. La 20e édition du Tour du Bénin prend fin ce samedi. L'équipe nationale du Mali est en train de faire une participation honorable dans cette compétition internationale. En football sur le continent, la CAN des moins de 20 ans, garçons se poursuit en Égypte. Et puis la Coupe du Mali de football entre dans sa phase décisive avec les demi-finales qui se jouent ce week-end. D'abord, ce samedi 3 mai, le stade au Mamadou Konaté sera le théâtre du duel entre FC Diarra et le stade malien de Bamako. Demain dimanche, le Djoliba AC affrontera l'USFAS. On fait le point avec Famrou Djourti. Le stade malien de Bamako, détenteur du trophée de Dame Coupe, se mesure à une équipe du FC Diarra en difficulté en championnat au compte de la première demi-finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Les Blancs de Bamako partent favoris dans cette rencontre. Cependant, le dernier affrontement des deux clubs a vu le FC Diarra créer la surprise en s'imposant par 2-1. C'était lors de la 9e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali. Ces retrouvailles seront donc placées sous le signe de la revanche pour les stadistes, tandis que le FC Diarra aura à cœur de confirmer et s'hisser en finale de Dame Coupe pour la première fois de son histoire. Les enjeux sont donc élevés pour les deux équipes. Actuel leader du championnat national professionnel, le Stade malien de Bamako reste sur 12 victoires d'affilée, 9 en championnat, 3 en Coupe du Mali. Et lors de leurs 12 derniers matchs, les stadistes ont inscrit 31 buts pour seulement 4 encaissés. Quant au FC Diarra, le club peine à enchaîner de bons résultats. Il occupe la 12e place du championnat sur 14 équipes et compte seulement 18 points après 19 journées disputées en Ligue 1 professionnelle. Néanmoins, le FC Diarra rêve d'une première finale de Coupe du Mali.
Le coup d'envoi du match entre FC Diarra et Stade Malien de Bamako est prévu pour ce samedi à 17h au stade Mamadou Konaté. La seconde demi-finale la mettra aux prises demain dimanche l'USFAS et le Djoliba AC, toujours au stade Mamadou Konaté. Sur le continent, CAN de moins de 20 ans, Égypte 2025, au compte de la première journée du groupe C, le Sénégal, tenant du titre, a été tenu en échec par la Centrafrique, un but partout. Ce sont les Lionceaux qui ont ouvert le score à la 48e minute. Ensuite, les jeunes fauves sont revenus dans la partie après l'heure de jeu, 73e minute. C'est le même résultat d'un but partout qui a sanctionné l'autre rencontre du groupe C entre la République démocratique du Congo et le Ghana. Les Léopardos ont ouvert le score dès la 16e minute, mais la réaction des Black Satellites ne s'est fait pas attendre. 10 minutes plus tard, ils établissent la parité. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, le score ne bougera plus. Un résultat logique qui place les deux équipes à égalité parfaite, tout comme les deux autres sélections du groupe, le Sénégal et la Centrafrique. Les matchs du groupe de la CAN de moins de 20 ans se poursuivent ce samedi avec deux rencontres dans le groupe A. La Tanzanie reçoit la Sierra Leone à 15h. Si les Tanzaniens avec 0 points joueront leur deuxième match, les Lions Stars seront à leur troisième sortie et ils sont en tête du groupe A avec 4 points. L'autre opposition mettra aux prises à 18h l'Égypte et la Zambie. Les Zambiens avec 1 point joueront aussi leur deuxième match de la compétition alors que les Égyptiens ont 3 points après 2 matchs disputés. L'Afrique du Sud est exemptée de cette journée puisque le groupe A est composé de 5 pays. Notons que les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. La CAN des moins de 20 ans 2025 est qualificative aussi pour la Coupe du Monde U20 au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Cyclisme pour terminer, la 6e et dernière étape de la 20e édition du Tour du Bénin sera courue ce samedi 3 mai sur une distance de 104 km 93 entre Tofo et Cotonou. Leader du classement général depuis la 4e étape, le Sud-Africain Reinhard Janse van Rensburg a conservé son maillot jaune hier vendredi à l'issue de la 5e étape. Lors de la 4e étape entre Boikon et Atiémé sur une distance de 110 km, les aigles cyclistes maliens ont réalisé une bonne performance. Daouda Djiré a terminé au pied du podium à la 4e place de l'étape, suivi par Tchemogo Djamoutene 6e. Fidel Cissé est arrivé 17e de l'étape. Sidiki Diarra et Drissa Bamba se sont classés respectivement 31e et 52e. Le Mali a été également premier au classement par équipe de l'étape 4. Au classement général par équipe, le Mali est 6e derrière les grandes nations comme le Maroc, l'Afrique du Sud, les Philippines, les Pays-Bas, mais devant tous les pays ouest-africains présents autour. Rappelons que la sélection malienne a dû composer sans son capitaine Yaya Diallo, forfait en raison d'une blessure. Touché lors de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali, le coureur a été contraint à une semaine de repos sur avis médical. Pour pallier son absence, la Fédération malienne de cyclisme a fait appel à Drissa Bamba pour le remplacer au sein de l'effectif. Page Mali Culture 2025. La cité des 333 saints regorge plusieurs héritages culturels, parmi lesquels nous avons la porte Al-Galoum qui reste et demeure une identité incontestable de la ville. Cette porte est fabriquée par une seule famille dont le secret est transmis de génération en génération. Le chef-d'œuvre qui tient donc ses origines du Yémen varie entre 200 à 500 000 francs CFA. Sa conception peut prendre 2 semaines, voire 1 mois. Focus sur ce patrimoine culturel avec Saloum Konaté. La ville de Tombouctou se distingue par son architecture culturelle comparativement aux autres régions. Connue depuis des siècles à travers son riche patrimoine culturel, la cité mystérieuse garde encore ses valeurs artistiques et artisanales, parmi lesquelles figure la porte traditionnelle Al-Galoum. Baba Tandina, traditionnaliste. Ceux qui confectionnent cette porte-là viennent du Yémen. Alors en Yémen, quand il y a une peau noire, on t'appelle Maïga. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le titre de Maïga. C'est différent des autres Maïga, de Vergao ou autre chose. Donc c'est une seule famille ici et c'est un seul atelier dans toute l'Afrique de l'Ouest. La confection de cette porte-là, elle est particulière parce qu'on leur dit jam, c'est parce que c'est très orné et le fer noir qui orne cette porte-là prend beaucoup de temps sur la caisse ou le bois qui le porte. Donc, Al-Galoum même, c'est les 2 sorceaux-là que vous voyez qui s'appellent Galoum. Donc, comme c'est sur la porte-là, on dit la porte qui Al-Galoum Gambou. Cette richesse culturelle et artisanale est jalousement conservée par une famille dont les secrets sont transmis de génération en génération. Après 35 ans d'apprentissage et plusieurs années d'exercice, Alassane Maïga en est aujourd'hui le dernier maître. Il y a plusieurs modèles. Il y a la première qualité, ça c'est
7 rangées, il y a 6 rangées, il y a 5 rangées, il y a 4 rangées. Chaque porte a son prix. 300 000, il y a 250 000, il y a 200 000, il y a 175 000. Bon, les fenêtres, ça dépend. Il y a des fenêtres de 250 000. Là-bas, puisque les fenêtres ne sont pas les mêmes dimensions. Il y a des fenêtres de 150 000, il y a des fenêtres de 125 000, il y a des fenêtres de 100 000. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Selon les sexagénaires, la confection d'une seule porte Al-Galoum nécessite la participation des autres éléments car chacun a un rôle précis dans sa fabrication. Il y a des gens qui préparent seulement les clous. Il y a des gens seulement qui préparent les gabots. Il y a des gens qui préparent les carcars, les cloches. Donc, faire à mesure, chacun a fait son travail. Si on rassemble, on peut le faire. Boubacar Mohamed Maïga, menuisier. Je fais le clou, je fais les cloches, je fais les plaques. Les portes sont accompagnées de fenêtres pour question d'harmonie et surtout de respect à la chose culturelle. Baba Tandina, traditionnaliste. Personne n'a droit à toucher à ces cerceaux-là, si ce n'est le chef de famille. Quand il est au dehors, il y a une façon de taper qu'on sait que c'est le chef de famille qui arrive. De l'autre côté aussi, s'il y a une urgence, un envoyé, lui aussi, ce dernier a la permission de toucher pour avertir le chef de famille qu'il est venu en commission. Nana Maïga justifie bien son attachement à ces merveilles dont elle prend soin depuis des années. C'est une porte que j'ai trouvée avec mes parents. C'est un souvenir pour moi. Chaque fois, j'ai fait cet entretien. Même dans ce mois-là, j'ai fait l'entretien de cette porte-là. Baba Tandina, traditionnaliste. Cette porte occupe une grande place dans la culture tombouctien. En ce sens que quand vous êtes un nouveau marié, vous êtes très fier de commander cette porte-là. Et c'est cette porte-là qui doit orner votre maison. Et en ce temps-là, on sait que tu es vraiment digne de la localité et encore tu as à cœur d'utiliser vraiment ce que tu as trouvé avec tes parents. C'est une porte que n'importe qui a les moyens, il le fait. Cet héritage qui est aujourd'hui conservé par plusieurs familles, en plus de son côté mythique, a une résistance extraordinaire. Ces portes ferment la plupart des maisons de la Médina, Tombouctou, Saloum Konaté, Mouloud Tandina pour l'ORTM. Rendez-vous tout à l'heure à la Maison de la Presse pour célébrer ces hommes et femmes qui se battent au quotidien pour informer le public au prix parfois de leur sang. Point final à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absi Traoré à la mise en onde, coordination éditoriale, Ousmane Daou, réalisation Adam Maïga. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.